tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Aujourd'hui, mon invitée est Marie-Claire Pascal. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de projets d'envergure, dans le marketing, dans les réponses à appels d'offres et elle revient avec ce concept de performer en faisant un pas de côté. J'ai vraiment tenu à l'inviter car elle avait une perception du travail en équipe, du management dans l'entreprise et de la gestion de projets qui sont utiles à tout nouveau projet qui commence. Si vous aussi, vous souhaitez savoir quelles sont les compétences qui sont utiles à un chef de projet, comment développer votre leadership, eh bien, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Projetez-vous, le podcast dédié à l'univers de la gestion de projet. Nous explorons ensemble les meilleures pratiques, les histoires inspirantes et les stratégies innovantes pour vous propulser dans vos projets. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Claire Pascal, une figure emblématique du monde de l'entreprise, conférencière inspirante, dirigeante de Marcom Performance spécialisée dans l'accompagnement des entreprises à réussir leurs réponses à appel d'offres, avec une expérience remarquable de 7 ans chez Apple en tant que directrice marketing communication. J'ai découvert Marie-Claire Pascal lors de son show Inspire Expire à Paris en janvier dernier et c'est une évidence. Elle a une carrière inspirante, des insights sur le monde de l'entreprise et des conseils que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Marie-Claire et bienvenue sur Projetez-vous. Bonjour Mirvette. Alors Marie-Claire, pourrais-tu nous partager un peu plus de détails sur ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Depuis les débuts, alors là, ça va nous prendre longtemps, mais non, je plaisante, je vais faire court. Alors j'ai un parcours pas du tout classique. À l'origine, j'ai fait des études de langue, littérature et civilisation scandinave, figure-toi. Je voulais être interprète, traductrice, prof de français langue étrangère. Enfin, j'étais très enthousiaste dans cette direction. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que bah, c'était pas mon truc. Voilà, j'espère que ça arrive un petit peu moins aujourd'hui avec les différents stages, les alternances qui maintenant font partie des parcours même à l'université. Enfin voilà, moi, il a fallu que je sois confrontée au terrain pour me rendre compte que, bof, c'était pas trop ça, quoi. Et puis, dans le milieu scandinave, c'est des petits pays. On se fait du réseau très, très vite. Ils sont pas très formels, donc ça peut aller très vite, très haut. Et j'ai eu l'opportunité de travailler à l'année France-Danemark. Un joli projet à copiloter. Et là, ça a été pour moi un moment de transition vers l'univers du marketing et de la communication. Et puis voilà, ensuite j'ai grandi dans cet univers-là d'agence à annonceur. Je suis même passée par un statut indépendant à un moment donné.
explorer un petit peu tous les angles dans ce domaine-là. Et puis à un moment donné, je me suis repositionnée et j'ai lancé ma boîte sur le tard. Je ne pensais pas du tout que c'était fait pour moi. Tu vois, dans ma fratrie, je viens d'une grande fratrie, j'ai 4 frères aînés et un de mes frères est le businessman de la famille. Donc, je pense que j'ai fait un raccourci mental. Ce job était pris, c'était occupé, donc c'était pas pour moi. Personne ne me l'a jamais interdit, mais voilà, moi je me le suis interdit en tout cas. Je l'ai pas mis dans mon champ des possibles. Et quand finalement j'ai sauté le pas, je me suis rendu compte que bah ouais, c'était vachement bien, quoi. C'est tout à fait pour moi à ce moment-là en tout cas. Ça fait 13 ans maintenant, enfin ça fera bientôt 13 ans là, dans quelques semaines. Et l'aventure a été ouais, une aventure, un vrai cheminement. Eh bien, merci pour cet insight. Déjà, ça prouve à tous nos auditeurs que ben, on ne sait jamais où est-ce que va nous emmener notre carrière. Moi-même, je pense que c'est ça. Je crois qu'on se met, nous, en tant que femmes, des barrières mentales et des fois, ben, on se sent pas capable d'être businessman ou chef d'entreprise. Mais bon, ben, tu en es l'exemple. Ça fait 13 ans et tu t'épanouis dans ce rôle-là et tu cherches toujours des nouveaux défis. Et bah, je sais que bah, moi, il y a deux aspects de ta carrière qui se rapprochent beaucoup de mon expérience, moi, en tant que chef de projet. Donc, tu as parlé du projet scandinave où tu étais Année, copilote. année, Donc, ouais. tu as bien endossé le rôle de chef de projet et par rapport à ton expérience en tant que dirigeante de Marcom Performance, l'appel d'offres, c'est dans le quotidien des chefs de projet quand ils veulent faire des projets d'envergure, donc des appels d'offres publics souvent, mais aussi privés avec des grands groupes. Donc, pour moi, tout ça, c'est dans le monde de la gestion de projet ou dans le monde d'annexes. D'ailleurs, j'ai publié un article récemment pour dire que le chef de projet a aussi le suivi commercial et s'il est impliqué dès le début dans l'appel d'offres ou s'il est bid manager, bah, eh bien, cet appel d'offres réussira mieux peut-être puisque il connaît les tenants et les aboutissants du projet. Donc, ma prochaine question est tout à fait naturelle. Quelle est ta vision, ton insight sur la gestion de projet? Alors, tu vois, spontanément comme ça, j'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup été en position de piloter des projets avec ce titre ou avec d'autres titres. Hmm. Et on m'a propulsée. Mais jamais avec des outils. Enfin, grosso modo, c'était à moi d'y aller au talent. Ouais, le talent, c'est bien, mais c'est pas très sûr. Et je suis ravie de découvrir qu'aujourd'hui, il existe des méthodes, des process. Moi, je les ai découverts sur le terrain. J'ai construit mes trucs, mes petits process, des fois des usines à gaz. Enfin, voilà. Mais mon impression est que c'est pas une position très valorisée. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, dans mon expérience, quand j'étais salariée, c'était pas super valorisé. Et pourtant, c'est exactement à l'intersection de tout plein de compétences et de la réussite ou pas de plein de sujets. Faut être bon en organisation, faut savoir manager, faut savoir gérer un budget, faut savoir gérer de l'humain. Enfin, il faut plein de compétences. Tu faisais référence aux appels d'offres tout à l'heure. Euh, les entreprises qui ne s'en sortent pas bien dans leur réponse à appel d'offres, c'est souvent des entreprises qui n'ont pas compris que c'est un process. Et quand c'est géré comme un process, tout d'un coup, ça marche beaucoup mieux. Alors évidemment, il faut que chacun sache quelle est la partition qu'il doit Oui. dérouler, comment tout ça se doit se positionner. Mais en ça, tu vois, les Américains m'ont beaucoup appris. Les boîtes américaines sont des boîtes de process, hein, bien souvent, qui nous frustrent, nous. Parce que les Américains disent, OK, dans le process, toi, Mirvet, tu vas faire de H à M. Euh, Hmm. Avant H, après M, c'est pas toi, tu t'en occupes pas. Par contre, entre H et M, c'est toi.
tu es investi du truc et tu y vas à fond et on veut zéro défaut. Nous, Français, on aura plutôt tendance à dire, ouais, ok, mais quand même, avant H, il y a quoi? Je veux aller voir, Hmm. je veux participer un peu après, mais hein, aussi bon. Mais quand même, la vertu du process, c'est a une vraie belle incidence sur les résultats, hein. Hmm. En tout cas, dans mon expérience, j'ai vraiment vu la différence avec et sans. Ben, merci parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs de projet, moi j'étais chef de projet comme toi sans process et puis quand j'ai commencé à étudier pour la certification PMP et que j'ai vu, ah, ben, ce que je faisais, que je galérais, en fait c'est documenté, il y a bien des bonnes pratiques, il y a bien des choses. Donc moi je l'ai appris de bouche en oreille avec ma mentor qui me l'avait enseigné, mais j'ai bien vu que ben, ça existait, qu'il y avait tout un monde de process et de project manager. Et ensuite quand moi je suis devenue PMO, donc Project Management Office, et quand moi, j'ai une position un peu plus de recul où je conseille les gens sur les process, et là, je rencontre ces mêmes chefs de projet qui viennent au talent, qui sont des experts techniques, qui ont été propulsés là parce qu'on voit bien leur qualité et qui font les projets à l'envers, moi, je dirais. Ou bien quand je leur dis, mais tu sais ce qui se passe dans 6 mois, planification? Mais déjà, on s'occupe des problèmes actuels et puis on verra dans 6 mois. Alors que c'est, comme tu dis, bah, c'est en planifiant, en mettant un peu plus de cadre, un peu plus de processus plus de réussite de succès. D'ailleurs, ça peut augmenter la réussite des succès des projets à 70%, cette gestion de projet. Et aujourd'hui encore, en France, il y a beaucoup de chefs de projet et PMO. Quand on lit les postes dans les entreprises, il n'y a pas du tout cette sensibilité. On lit, bah, je veux un PMO, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, moi, j'ai eu quelques interviews. Ah, tu as la certification, mais c'est quoi? Mais vous demandez un poste de PMO, Project Management Office. Donc, c'est pour garantir la gestion de projet. Pour cela, il existe plusieurs certifications dans le monde, mais ils ne sont pas assez sensibilisés à ces processus, à ces méthodologies. Et quand on le fait, on retient beaucoup de résistance à tout cela. Quelqu'un qui s'organise et qui est organisé est mal vu des fois dans l'entreprise française. Il faut et donc bah, c'est comme tu dis, c'est tout un changement. Donc c'est pour ça que j'ai créé Projetez-vous et c'est bien que toi qui n'es pas du tout tu as vu des projets, mais qui n'est pas dans le monde de la gestion de projet, viennent témoigner sur ces aspects-là. Et bien sûr, pour moi, il y a un de mes interviewés récemment, Antoine Delego, qui dit que pour lui, chef de projet, c'est presque comme chef d'entreprise, hein, donc on doit voir tous les aspects du projet aussi. Donc ça, comme si c'est des compétences à acquérir pour devenir chef d'entreprise, ça peut être un chemin aussi pour le devenir. C'est même l'intitulé, je trouve, n'est pas le bon. Mais bon, bref, peu importe, on va pas s'arrêter à l'intitulé. Moi, j'aurais adoré hein, découvrir qu'il y avait des méthodes, des process éprouvés. Et ça m'aurait permis de dégager de l'énergie pour être encore plus efficace sur l'objectif, sur le déroulé du projet. Donc, je suis ravie d'entendre que ça existe dorénavant, peut-être à l'époque aussi, mais je ne le savais pas. Mm. En tout cas, je suis ravie d'entendre qu'il y a des choses en place sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Eh bien, merci pour ce témoignage-là. Je sais aussi que bah, beaucoup de chefs de projet, de managers sont dans le monde de l'entreprise et tu as une expérience, d'où le thème de ta conférence, faire un pas de côté. Tu abordes une approche fascinante pour améliorer la performance des équipes au-delà du contexte de la gestion de projet. Par rapport à ce que tu disais, gérer les relations humaines, euh, aller plus loin. Peux-tu nous expliquer ce concept? Alors, je suis récemment devenue conférencière. Alors moi j'aime bien parler de conférences stand-up pour qu'on visualise un petit peu à quoi ça peut ressembler. Parce que quand tu dis le mot conférence, tout le monde n'a pas le même vécu ni le même imaginaire. Donc je m'appuie sur mon expérience, mon parcours professionnel pour, euh, pour me servir de ce vecteur-là et faire passer l'idée que la performance se fait jour lorsqu'on fait un pas de côté. J'encourage à oser sortir du cadre.
Parce que je suis convaincue que les entreprises dans lesquelles on fait comme on a toujours fait, parce que c'est comme ça qu'on fait, Mm. se coupent de bien des opportunités de voir les choses sous un autre angle et pour s'autoriser à faire différemment. Alors, il ne s'agit pas de tout casser, de faire différemment sur tout, en tout et à tout moment. Il s'agit de choisir ses batailles, choisir ses sujets. Mais quand, par exemple, l'objectif est plus élevé qu'il l'a jamais été, plus ambitieux qu'il l'a jamais été, bien souvent, si on y va comme on y est toujours allé, il y a de fortes chances qu'on obtienne les mêmes résultats qu'on a toujours eus. Euh, donc, mon sujet peut être déroulé sous différents angles. Parfois, je parle de désobéissance, la désobéissance au service de la performance, Mm. avec un sous-titre que j'aime bien qui dit où, comment j'ai désobéi à Steve Jobs. Et il s'agit, c'est une forme, ce que je propose, c'est une forme de désobéissance, mais une forme de désobéissance qui va permettre d'aller encore plus loin, de se dépasser. Si toutefois, parce qu'il y a quand même une condition à ça, hein, si toutefois on est dans un environnement où le management veut bien prendre le risque de recevoir des propositions différentes des équipes. Tu vois, moi, quand je travaillais chez Apple, on nous disait toujours, pense en dehors de la boîte, fais Ouais. des propositions différentes. Et enfin, certains osaient le faire. Et on revenait avec un peu, tu vois, du rouge là sur la joue. Grosso modo, on se prenait des baffes parce que soit c'était pas bien pensé, soit ça allait pas, enfin, ça n'allait pas. Bref. Mm. Et je trouve ça terrible. C'est-à-dire que tu encourages à faire des propositions, tu encourages à suggérer d'autres façons de faire. Et, euh, et, et, évidemment, ça fait peur. Évidemment, puisque c'est autre chose. Et c'est pas toujours bien reçu. C'est important dans cette démarche-là, si on veut, je ne sais pas, partir à l'exploration d'un nouveau marché, lancer une solution très différente, faire évoluer un business model, bah, il va falloir se poser la question de comment on va y aller et peut-être en utilisant ces chemins de traverse Mm. qui, pour certains, vont être très naturels à proposer, pour d'autres, non. Mais on n'a pas, dans une équipe, on n'a pas besoin que tout le monde ait le même profil, surtout pas. Et voilà, c'est ça que je veux encourager. Voir les choses sous un autre angle, tenter d'autres approches. Et dans mon expérience, dans ce que je vois aujourd'hui chez mes clients, c'est bien souvent ces chemins-là qui amènent à des résultats hors normes. Ben, merci beaucoup pour cet insight. Nous reparlerons de ton expérience chez Apple bien un peu plus en profondeur, mais là, je voudrais m'arrêter sur ce que tu as dit, sortir du cadre des obéissances. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement si on veut rester pertinent sur le marché, si on veut innover et si on veut ben, avancer ou faire avoir des idées, faire la croissance. Donc moi, ça me rappelle ce que tu me dis. Là, en ce moment, je travaille sur le leadership avec une formation pour les leaders et les managers, justement, ne pas micromanager les gens, ne pas essayer de les laisser dans cette boîte et puis faire un max et puis sortir le max de compétences, de savoir de l'équipe. Et puis des fois, comme on dit, une idée, même si elle n'est pas travaillée, même si elle n'est pas mature, puisque la personne n'a pas le profil, eh bien, ça peut ressortir avec d'énormes innovations, ouvrir de nouveaux marchés, comme tu disais et avoir un impact sur la croissance de l'entreprise. Je suis tout à fait convaincue avec ça. Et donc, le rôle des managers, justement, c'est d'inspirer, motiver et de ne pas faire que, bah, comme toi, dans ton expérience, qu'ils aient la crainte de proposer de nouvelles choses et des nouveautés parce que souvent, ça peut être vu comme du gaspillage de temps ou un manque de productivité alors que non, ça aide à la créativité et puis ça aide à peut-être résoudre des situations de crise ou des conflits, plus que même ouvrir un nouveau marché. Ça peut même
résoudre des problèmes dans l'entreprise avec, des fois, il y avait les boîtes à idées, par exemple, et c'était plutôt, comme on dit, hein, c'était plutôt anonyme pour que les gens pour que les gens ne mettent pas leur nom et ceux qui sont les plus réticents puissent proposer aussi des idées. Donc, merci beaucoup. Donc je suppose, et cette envie, de justement de convaincre les entreprises, les équipes de faire ce pas de côté, quand est-ce qu'elle est née? D'où est-ce qu'elle t'est venue et comment elle s'est matérialisée? Je crois que je suis un petit peu configurée comme ça, d'une part. Et d'autre part, enfin, oui, si je crois qu'il y a ça en moi, même si je ne l'ai pas vu tout de suite, ça a dû se voir quand j'étais salariée parce que je me suis souvent vue confier des missions du type aller défricher, Mmh. aller voir si on ne peut pas faire autrement. Des missions assez exposées d'ailleurs, où il était clair que si ça marchait, ça pourrait être super, voire récupérer. Et si ça marchait pas, ben, le fusible sauterait. Donc je me suis souvent vue proposer ce genre de choses et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai un peu de mal avec la routine. Mmh. Alors évidemment, quand tu dis le mot routine, ça sonne pas très positif, donc tu comprends que j'aime pas trop ça. Même si je vois bien les vertus d'une forme de répétition, mais pour les autres, pour d'autres profils, moins, moins pour moi. Donc c'est venu à moi. Je ne l'ai pas cherché, mais c'est venu à moi. Et j'ai bien aimé pratiquer ça. Après, pour rebondir sur ce que tu disais précédemment, dans les grandes entreprises, c'est difficile de faire bouger les choses. Mmh. Et c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'il y a tellement de choses en place et des machines qui, si on regarde les grands du CAC 40, c'était quand même des gros trucs à bouger. Et souvent, ce qu'elles font, c'est que comme elles n'arrivent pas en interne à impulser ce sang neuf, cette façon d'innover, eh bien, elles vont racheter des petites structures qui, elles, sont innovantes en Mmh. tant que petites structures autonomes. Et si on les garde en petites structures autonomes dans un écosystème, ça fonctionne. En revanche, quand on les rentre dans la grande structure, bah, tout d'un coup, ça fonctionne beaucoup moins bien, voire plus du tout. Donc, c'est quand même lié à une forme de besoin d'autonomie. Autonomie dans l'avancement dans le projet. Il ne s'agit pas de ne pas rendre de compte, évidemment, il faut en rendre, mais une forme d'autonomie qui permettrait d'aller très vite pour voir si le projet a une chance de vivre, d'apporter la valeur ajoutée escomptée ou pas. Et si c'est non, bah, c'est pas très grave en fait, hein. Mais pour évaluer, enfin, c'est pas très grave à condition de ne pas s'obstiner et de vite repositionner. Ouais. Mais quand on mobilise comme ça des profils différents, bon, moi j'ai un profil marketing com, il faut des profils financiers, il faut peut-être des profils ingénieurs, enfin bref, quand on rassemble comme ça des profils très différents qui chacun vont apporter leur expertise, leur angle de vue, eh bien on arrive à savoir assez vite si le projet vaut le coup d'être investi pleinement, Mmh. à tout point de vue, hein, ou pas. Et voilà, donc moi je me suis souvent retrouvée dans des situations de ce type-là, avec beaucoup d'apprentissage terrain. La communauté des néo-leaders avec mon partenaire Fawzi Malar de Starter Unip est lancée. Fawzi Malar était mon invité dans Projetez-vous, c'était mon deuxième invité et ça a tout de suite cliqué entre nous. Nous avons abordé les sujets du leadership et de la gestion de projet et pour nous, les deux vont de pair. C'est pour cela que nous avons créé la communauté des néo-leaders, c'est-à-dire les leaders d'aujourd'hui et demain. Nous souhaitons à travers cette communauté vous donner tous les outils pour être des leaders inspirants, motivants, exceptionnels
pour aujourd'hui, mais aussi pour demain avec tous les outils, l'intelligence artificielle qui arrive. Aujourd'hui, nous vous proposons un e-book pour vous aider à naviguer et à devenir un leader performant. Nous vous y mettons toutes les habitudes qu'il faut implémenter dans votre leadership pour être performant et éviter le burn-out. Si vous souhaitez télécharger ce e-book, je vous le mets en lien de l'épisode. Répondez à un petit sondage et vous aurez automatiquement l'e-book dans votre boîte aux lettres. Continuez à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux et venez nous en parler en direct ou en MP. Oui, bah, c'est super de nous partager ça. D'ailleurs, moi, en ce moment, je fais des cours d'intercultural management et je parle beaucoup de mon expérience où ma grosse boîte avait racheté une petite start-up, comme tu dis, mais sauf que bah, pour des soucis d'équité, bah, les gens de la start-up ont dû se conformer à l'esprit de la grande boîte et au bout de 6 mois, 8 mois, il y avait des démissions des gens de la Ouais. start-up, tout à fait. Et donc, c'est parce que la culture n'était pas la même. Ils étaient habitués à une autonomie, à travailler en mode créativité pour apporter des nouvelles solutions, alors qu'ils arrivaient dans un monde où il y avait énormément de process et où leur créativité n'était pas écoutée à son plein sens. Donc, effectivement, est-ce que toi, tu aurais une anecdote par rapport à tes performances où une équipe a fait un pas de côté et ça a fait toute la différence, même, voilà. Bah, je peux prendre un exemple dont je parle dans les versions longues de ma conférence. On va prendre un exemple chez Apple. Euh, Tu vois, moi, j'ai rejoint Apple 2 ans après le retour de Steve Jobs à la tête de la boîte. Mm. Donc, c'était une période où personne ne savait si Apple allait réussir à se redresser ou pas. On pensait même plutôt que la boîte était en train de mourir. C'est bien pour ça que Steve Jobs a été rappelé en sauveur, en fait, hein. Mm. Il était la dernière cartouche. Et donc, moi, j'arrive 2 ans après, au moment où il est en train de remettre, tu vois, je fais ce geste bien carré volontairement, il est en train de remettre de l'ordre dans le marketing. Donc, super bon timing pour moi, parfait. Et j'arrive en CDD. Je démissionne d'un poste de dire comme adjointe dans l'assurance et je viens en CDD parce qu'il y a une mission qui me paraît inratable. C'est à ce moment-là, chez Apple France, il existe un salon qui s'appelle Apple Expo, qui a Mm. été créé par des très bons marketeurs des années auparavant. Et c'est un salon qui marche très bien, qui est très installé sur le marché français. Et dans la stratégie marketing de Steve Jobs, il nous faut un salon en Europe qui soit suffisamment qualitatif pour être à hauteur de nos standards et faire le pendant européen de Macworld aux États-Unis. Et puis, il y avait aussi une version identique au Japon. Et donc ils se disent, et si c'était Apple Expo? Mhm. Il y a du savoir-faire, manifestement. Et là, ils veulent recruter la personne qui va piloter ce projet de amener Apple Expo version française à hauteur des standards américains et à hauteur des standards de Steve Jobs. Tu vois, je dépasse du euh, sky is the limit, comme on dit. Et moi, je trouve que, alors évidemment, c'est risqué, évidemment, tu vois, c'est pas simple. Bref, je signe un CDD pas super bien payé pour aller relever ce défi. Quand je dis pas super bien payé, c'est rien de le dire, quoi. C'est vraiment bon. Mais Mm. bref, j'y vais. Et ce qui ne m'a pas été dit en entretien, et souvent, il y a des choses, la réalité du terrain, la réalité du quotidien n'était pas dite en entretien, ça c'est agaçant, message au RH au passage. On ne m'a pas dit qu'il y avait déjà une personne dans l'équipe qui devait gérer ce projet. Mais pour des raisons que je ne Mm. prends pas le temps d'élucider, elle s'est fâchée avec son management et elle est partie en claquant fort la porte et en se débarrassant de toutes les archives d'Apple Expo sur les années écoulées. Ah ouais. Donc voilà, et puis manifestement cette personne était appréciée. Donc dans les équipes, quand j'arrive et que je prends la place de cette personne,
La collaboration n'est pas instantanée. Et donc me voilà à travailler de façon très proche avec l'équipe autour de Steve Jobs, parce qu'ils veulent vraiment s'assurer qu'on se donne toutes les chances de réaliser le projet, et avec des équipes françaises et européennes qui ont l'habitude de mener ce salon, qui sont là en mode non mais attends, qu'est-ce qu'ils ont rien à nous apprendre les Américains, quoi. On sait faire, on a des résultats, qu'est-ce que tu viens nous embêter? Et tu vois là, il n'y a pas 30, à mon avis, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit tu les prends de haut et tes équipes, là, la centaine de personnes dont j'ai besoin en France et en Europe pour réaliser ce salon différemment, mais quand même, je ne les ai pas avec moi. Donc j'ai besoin d'eux, donc il faut que je fasse avec. Et en même temps, de l'autre côté, t'imagines, hein, il y a la pression américaine qui est forte, très, très, très forte. Et genre on n'acceptera pas un grain de sable. Donc il faut faire avec et faire travailler ensemble. En tout cas, amener les équipes françaises et américaines, françaises et européennes, pardon, à modifier leur mode opératoire pour aller chercher un niveau d'exigence différent, leur faire comprendre le pourquoi du niveau d'exigence différent, leur faire sentir l'enjeu, leur faire apprécier. C'est le grand retour de Steve Jobs en Europe pour son premier keynote depuis son retour à la tête d'Apple. Enfin, c'est un enjeu un peu sympa quand même. Quand on travaille chez Apple, on a envie que ça réussisse, on a envie que les belles technos soient vues, reconnues, appréciées. Enfin, voilà. Donc il y a eu tout un... Et en même temps, les Américains qui ont l'habitude d'arriver et de dérouler leur rouleau compresseur, fallait les calmer un peu et faire en sorte que tout ce monde arrive à bosser ensemble. Donc à la fois beaucoup d'explications, beaucoup de traduction des besoins et ressentis des autres, et en même temps laisser de la marge de manœuvre à ceux qui ont le savoir-faire et l'expérience. Moi, j'arrive chez Apple, mais je ne suis pas une Mac fan. J'ai pas déboulonné mon petit Mac rectangulaire pour voir comment ça marche à l'intérieur quand j'étais ado. Enfin, tu vois, je n'ai absolument pas le niveau technique nécessaire pour challenger de quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, s'appuyer sur les compétences, le savoir-faire des uns, en leur ménageant une marge de manœuvre suffisante, tout en faisant avancer le projet au rythme du process. Et là, pour le coup, j'ai pris ma leçon de process, comme savent très bien faire les Américains. Là, pour la première fois, je vois des chefs de projet américains fonctionner en chef de projet, tu vois. Zéro... zéro émotion, c'est cadencé, c'est timé, c'est budgété. Et si tu déroules pas comme c'est prévu, ils sont sur ton dos. Bah, pour faire avancer, quoi. Et c'est normal, c'est le rôle, enfin, c'est le rôle, quoi, hein. T'as besoin de ça. Donc, dans cet exemple-là, il y a eu un véritable gros boulot d'acculturation des uns vers les autres et des autres vers les uns. Et Steve Jobs étant celui qu'il était, on a su seulement, tiens-toi bien, Mirvette, reste bien assise, une semaine avant Apple Expo, qu'en effet, il viendrait faire son Ah kit. ouais. J'ai signé mon contrat en avril, début avril, et Apple Expo a eu lieu en septembre. Ah, très, Et très court. c'est plus que court, quoi, hein. C'est trop court, c'est pas, enfin voilà. Donc c'est Un une période. mariage, c'est 1 an d'organisation minimum, hein. Voilà. Et là, on savait pas trop bien comment ça allait retomber sur ses pieds. On savait où on voulait aller, mais tu vois, ça c'est le genre de période de ma vie dans laquelle, s'il y a eu une grande actualité internationale, je ne sais pas. Ma vie perso, m'en souviens plus très bien. Par contre, je me souviens très très bien du projet, quoi. Il y a des voilà
quand tu es en mode projet intense à gros enjeux, en fait, il n'y a plus que ça qui compte, quoi, hein. Et c'est très, très prenant. Voilà. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet, et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Merci. Moi, j'ai entendu une belle expérience de chef de projet et de leadership que tu as dû mener pendant un temps très, très court et tu as relevé le défi. Donc, bravo. Pour moi, justement, chef de projet, c'est ça, c'est gestion des parties prenantes, faire en sorte qu'il n'y ait aucun partie prenante qui soit négative. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend nous aussi pendant nos cours de certification, c'est d'apprendre à mobiliser les parties prenantes et que celles qui pourraient freiner le projet passent à si ce n'est à des ambassadeurs du projet, mais au moins à des gens qui n'ont pas d'impact sur le projet et puis faire en sorte qu'elle soit, elle fonctionne. Et puis, pareil, des relations humaines suivant le leadership, c'est-à-dire bien comprendre les besoins de chacun et puis lui laisser l'espace et la marge pour pouvoir faire son travail. Un chef de projet, nous aussi en gestion de projet, on a la fâcheuse tendance en France à prendre l'expert technique et à le mettre en tant que chef de projet. Alors que maintenant, c'est un nouveau métier, chef de projet et comme tu dis, il a pas besoin de savoir la technique, juste de mettre en avant les experts techniques qu'il y a autour de lui pour que ça fonctionne. Moi, je dirais même surtout pas être expert technique. Pour moi, c'est un. Alors, je ne savais pas que ça se théorisait comme ça, mais pour moi, c'est un boulot de généraliste. C'est-à-dire qu'il faut. Et puis être un bon communicant. Mmh. Pas forcément venir de la communication, hein, mais avoir des qualités de communicant, parce qu'il faut quand même argumenter et convaincre beaucoup, Mmh. beaucoup. Et en souplesse. Parce Faut que tu peux. défendre son projet pour qu'il fonctionne. Et ça, et dans toutes les strates de l'organisation, hein, là pour le coup, donc savoir s'adapter aux uns et aux autres, savoir rendre le discours audible des uns et des autres. Donc l'énergie de communication est importante. Mmh. Et c'est pas non plus forcément les gens de com qui s'en sortent le mieux là-dessus, hein. C'est vraiment, c'est la vraie fameuse vision à 360 là, qu'il faut avoir sur ces projets-là. Et puis honnêtement, c'est comme quand tu diriges ta boîte, hein, personne n'a dit que tu étais expert en tout, loin de là. Et c'est pas l'objet non plus. En revanche, savoir s'entourer, ça c'est clé. Et Mmh. savoir faire appel, comme tu le dis, aux bons experts au bon moment, ça c'est clé. Exactement. Sacré boulot, hein. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les chefs de projet, en fait? Ça devient des entrepreneurs, non?
ou intrapreneur? Ben, en tout cas, là récemment, Pierre Lemant, le directeur du PMI, le CEO qui est français, le CEO du PMI Monde, a Ah, écrit que ben, les chefs de projet ben, peuvent accéder aussi à la C-suite, c'est-à-dire devenir au niveau exécutif. C'était un poste qui avant était pour les financiers ou bien ceux qui avaient fait les grandes écoles en France, par exemple, mais on voit bien que les chefs de projet maintenant ont toutes les compétences pour atteindre la C-suite. Et puis, une étude a été récemment menée pour les chefs d'entreprise, les profils d'entrepreneurs qui réussissent leurs entreprises. Et bien, parmi eux, il y a les ingénieurs, il y a les chefs de projet, il y a aussi les instituteurs, ceux qui veulent devenir chefs d'entreprise parce qu'ils ont cette vue, comme tu dis, 360, cette qualité qui est dans leur parcours dans le fait de gérer des projets et qui peuvent aussi devenir des entrepreneurs. Donc, la gestion de projet, je pense qu'elle amène à beaucoup de voies comme celle-ci. ça me fait penser là, comme ça, spontanément, ça me fait penser à un truc. C'est pas un, dans mon expérience en tout cas, c'est pas une fonction pour qui aurait un trop gros ego. Mm. C'est pas une fonction à ego. C'est pas un rôle à ego parce que tu t'es pas sur l'avant de la scène hein, quand quand t'es chef de projet, quand tu pilotes un projet à gros enjeux. T'es plutôt backstage, t'es plutôt chef Mm. d'orchestre, mais non, chef d'orchestre est une mauvaise image parce que là, on le voit à nouveau Oui, sur l'avant. Mais, si ça fonctionne, en tout cas dans mon expérience, quand ça a fonctionné, ça a été, bah oui, évidemment, enfin, évidemment que ça exactement. devait fonctionner. Allez, hop, next. Tu vois, c'est pas, t'as peut-être réalisé quelque chose d'assez important, mais finalement, c'était induit que ça allait le faire. En revanche, si t'es pas à la hauteur, tu sautes vite, dans mon expérience toujours, hein. Donc c'est pas là qu'il faut se positionner quand on a besoin d'une forte reconnaissance. Ouais, exactement. Malheureusement, c'était cette idée du leadership rigide des années d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans, qui était une figure, je pense même masculine, rigide, où où le chef de projet, il fallait que ça file droit et il imposait à chacun ses tâches et puis il avait une vue sur tout, une vue de micromanager. Aujourd'hui, que ce soit le leader, c'est comme tu dis, ce n'est plus une question d'ego et ceux qui restent à cette position-là pour tenir d'une main de fer leurs équipes, c'est pas du tout, en ce moment, parce que les gens vont faire des burn-out, les gens vont sortir, donc c'est exactement ce Absolument. contre quoi je lutte. C'est pas une histoire de chef. C'est pour ça le terme chef de projet me gêne pour le mot chef, en fait. Parce que chef, en tout cas dans ma génération, ça a peut-être changé. Mmh. Chef, c'est petit chef autoritaire. Exact. Alors que là, on a besoin d'un leader inspirant, hein. Je disais tout à l'heure, capacité à être bon communicant. Pourquoi? Bah, pour inspirer, quoi. Parce que si on n'arrive pas à insuffler le vent porteur, hein, ça va être compliqué. Et puis de toute façon, ces histoires de chef autoritaire, bon, bah, toi et moi, on est convaincus que ça marche Mmh. plus. On est nombreux à être convaincus que ça marche plus. Ça a de moins en moins cours dans les entreprises. On en voit encore, hein, mais ça a quand même de moins en moins cours. J'espère bientôt plus du tout. Mais ça simplifie pas la tâche. Tu vois, on revient sur la complexité de tout ce qu'il y a à piloter. Moi, en tant que PMO, quand j'ai eu des directeurs de programme qui étaient flexibles et inspirants et leaders, c'était bien, mais j'ai eu une expérience où le directeur de programme était comme ça, mais par contre, les chefs de projet en dessous, bah, c'était exactement ce que tu dis. Un gros ego qui a du mal à se plier au process, qui, quand on lui suggère une façon de faire, tant que lui, il n'a pas décidé que c'était sa façon de faire à lui, c'était compliqué de la mettre en œuvre, donc ça faisait perdre énormément de temps. Les alertes n'étaient pas écoutées. Et c'est vrai que moi, bah, j'ai la chance d'avoir mes interviewés qui sont un petit peu, qui partagent les mêmes valeurs que moi parce que c'est ce que nous préconisons tous et je pense que ça va quand les chefs d'entreprise et les dirigeants vont voir que les équipes, il y a beaucoup de turnover, qu'il y a beaucoup de gens qui partent parce que ils ne se sentent pas bien dans leur rôle et que leur manager ou leur chef ou leur chef ou le chef de projet est vraiment, comme on dit, un tyran.
Eh bien là, là, je pense que là, on va entendre ce nouveau leadership et il est en cours, il est en marche, hein, là, je pense, hein, parce que des belles choses sortent d'un leadership comme tu le préconises et comme beaucoup le préconisent aussi. Ouais. C'est ouais, les mots-clés, c'est ça, ouais. C'est leader et c'est inspirant. C'est, ce sont merci de nous donner ces idées sur l'innovation avec ta boîte à idées, sur le leadership et sur le mot chef. En anglais, c'est project manager, donc c'est un peu plus Oui. lissé. Mais nous, en France, on tient encore à cette valeur de chef et on est content d'accéder à un chef de projet. Et quel conseil donnerais-tu justement à des personnes qui voudraient piloter des projets d'envergure, manager des équipes et qui sont en début de carrière? Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme formation, parcours ou comme juste état d'esprit, mindset? Ouais, alors je vais plutôt raisonner mindset. Alors, quitte à décevoir un tout petit peu, je pense que tu fais un, un- un meilleur pilote de projet, on va dire ça, pilote, c'est plus sympa, un meilleur Mhm. pilote de projet que tu as quand même un petit peu d'expérience. Donc pour moi, c'est important d'avoir un peu baroudé à différents postes dans différentes entreprises ou à l'intérieur d'une entreprise avant de prendre ce type de poste de pilotage. D'abord parce que ça te permet de te faire du réseau et du réseau, tu vas en avoir bien besoin dans ton pilotage de projet. Parce que ça te fait voir comment on travaille dans différentes équipes. Tu vois, si marketing ne s'intéresse pas à sales, on est mal parti et pourtant ils ont tendance à travailler chacun dans leur silo, hein. Mm. Euh, Idem avec production. Si sales ne regarde pas comment ça se passe côté production, ça fait des problèmes et on sait qu'ils aiment bien travailler dans leur silo aussi. Donc, tu vois, avoir un petit peu, c'est pas forcément une position très senior, mais avoir un petit peu d'expérience de différentes fonctions, missions, environnement de travail, ça me paraît être une des clés. Après, moi, je pense que c'est une position d'humilité. Hein, je l'ai dit autrement tout à l'heure, mais j'insiste, hein, c'est une Mm. position d'humilité. C'est pas je caricature volontairement, waouh, je suis devenue boss et maintenant on va voir ce qu'on va voir. Mhm. C'est waouh, j'ai quelque chose de complexe à gérer. Et là, en formation, je ne sais pas, mais il y a certainement des outils aujourd'hui sur lesquels s'appuyer et il faut y aller. Faut s'appuyer sur les outils. Ça va permettre d'éviter d'être constamment en train de se questionner sur comment faire à l'étape suivante pour bien mettre l'énergie à entraîner la machine pour que les rouages fonctionnent bien. Et là où ça fonctionne pas bien, ben, ton job, c'est d'aller mettre de l'huile, quoi. Alors de l'huile, ça peut aller se battre sur un budget trop juste. Ça peut être aller faire en sorte que l'humain fonctionne mieux. Ça peut être un rendez-vous régulier pour expliquer simplement cash où on en est, comment ça avance, quels sont les problèmes qui se posent, comment on va les résoudre quand on sait comment on va le faire et sinon, ben, on y travaille. Ça, c'est une des clés importantes. Donc, un petit peu de bouteille, de l'humilité, s'appuyer sur les outils existants et partager l'état d'avancement. Il me semble, dans mon parcours, avoir, ouais, quand j'étais plus junior, sous-estimé cette dimension-là, ces dimensions de partage d'avancement. Grosso modo, allez, t'as fait un mail d'avancement, allez, c'est bon, quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas suffisant.
aller au-devant des équipes, c'est important. Tu vois, si je fais un parallèle, quand je suis arrivée chez Apple, donc période difficile pour la boîte, on ne sait pas si elle va se redresser, Steve Jobs fait un truc que je trouve génial. Pour un homme de ce niveau-là, de cette aura-là, il me semble que c'est une fois par mois, il se fait, il organise une interview filmée, retransmise dans toutes les zones géographiques, hein, c'est bien avant Zoom et tout ça. Il s'assoit sur un tabouret lambda dans sa tenue de travail lambda devant un pauvre micro lambda et il explique en mots simples, mais très simples, hein, euh, où il en est, où il veut aller, pourquoi il veut aller là, comment il va s'y prendre dans les grandes lignes, quel impact ça va avoir. Au passage, il nous fait avaler un gel des salaires. Euh, Ne partez pas, j'ai la vision, restez, vous allez voir. Bon, alors, quand Steve Jobs dit ça, ça fait quand même un petit peu son effet. Mais tu vois, il aurait pu envoyer n'importe qui, hein. Il aurait pu envoyer quelqu'un de la com, il aurait pu envoyer un patron du marketing, il aurait pu envoyer qui tu veux. Tout le monde se serait bousculé pour porter la parole de Steve. Mais il l'a fait lui-même. On voyait bien hein, que ça lui coûtait un peu, c'était pas quelqu'un de très patient. Donc on voyait bien, mais quand même, on a tous pu mesurer l'effort de ce rendez-vous très régulier, très compréhensible, très accessible à tout le monde, quelle que soit ta fonction dans la boîte. Et ça a été une très belle leçon que j'ai jamais oubliée. Se mettre à un niveau de tout le monde pour expliquer. Et quand tu es capable de faire ça, c'est que ta vision est claire. C'est pas si simple hein, d'expliquer les choses en peu de mots, hein. Souvent en marketing, on te fait faire l'exercice d'expliquer ton projet ou ton produit comme si c'était à un enfant de 4 ans. Bon, là, on avait un peu plus de 4 ans, mais c'était vraiment voilà, un super exercice que j'ai trouvé d'une efficacité dingue. Et je me le suis approprié dans le pilotage du projet dont je te donnais l'exemple tout à l'heure. Et ça a fait des super résultats. Alors évidemment, en retour, quand tu es en live devant les personnes, en retour, tu te prends des questions faciles. Tu peux te prendre des commentaires pas toujours agréables, hein. Tu vois, les frustrations des personnes, quand tu rentres dans le dialogue, il faut être prêt à les accueillir aussi, hein. Devant Steve Jobs, on n'osait pas trop, mais devant moi, les gens osent, hein. Pas de souci. Voilà. Donc, même si je prends mon air sévère, ils osent et ils ont raison parce qu'on en a besoin de ces moments-là. Tu vois, après, c'est à toi de savoir cadrer, à toi de savoir y passer le temps nécessaire et pas plus non plus. Mais voilà les pistes que je donnerais volontiers. Bah, c'est assez complet et c'est ce qui est préconisé quand on fait n'importe quelle formation ou certification pour bah, atteindre des postes de chef de projet ou de manager ou de gestion d'équipe pour que ça se déroule le mieux possible. Moi, je préconise bien sûr aussi la curiosité et toujours essayer d'en apprendre plus bah, et de pallier justement ces manques en compétences quand on pense que on n'est pas assez communicant ou pas assez inclusif ou voilà. Il y a un truc aussi qui pourrait relever du détail, mais j'y pense là maintenant. J'ai eu l'option qui en fait m'a été imposée. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur ce fameux projet Apple Expo là, j'ai été positionnée en plein milieu d'un open space, en plein milieu, avec des marketeurs, des sales, des avant-ventes, enfin une ruche. Et j'ai été positionnée là. Ça a été très douloureux au début parce que j'avais pas l'habitude de ce genre de, t'imagines, dire comme adjointe dans l'assurance, la moquette était épaisse, le bureau insonorisé. Exact. Et donc là, waouh, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à entendre au téléphone, c'était dur. Et finalement, ça s'est révélé être un super atout
parce que les personnes dont j'ai eu le plus besoin au démarrage, bah, elles étaient toutes là. Et donc, t'apostropher au milieu d'une conversation ou aller voir ou aller prendre un café Mm. ça a drôlement aidé. Ça m'a épuisée. Ouais. Le soir, mal à la tête. Le soir, il n'y avait plus personne. Ça Mm. m'a complètement épuisée, mais j'avoue que pour moi, ça a été très contre-intuitif, mais finalement, on a gagné du temps avec ça. Bah, moi, je suis très pro aussi, comme ça, open space. On peut s'adresser à des gens dans l'open space et puis ça peut résoudre le problème par rapport à cette problématique, par exemple, de Teams où tu sais pas si la personne est occupée, débordée ou si elle est libre. Mais c'est vrai que récemment, avec le Covid et le télétravail, j'ai vécu des open space austères, où même aller à la pause toilette, t'es surveillé comme ça du coin de l'œil, où les réunions se font pas dans les salles, mais avec les audios dans... Et je trouvais que justement, venir au bureau n'avait plus son sens, en fait, de trouver à la machine à café la personne pour discuter ou de parler en plein open space. Tu avais l'impression que tu dérangeais les gens en open space. Et- Profitons du fait qu'on peut à nouveau y retourner. Alors, moi, je ne suis pas une fan des open space, hein, mais dans le cas présent, j'avoue que ça m'a aidé. Mm, Il était mal insonorisé, il était mal aménagé. Bon, bref, il était comme il était. mm, On peut faire mieux, vraiment. Mais euh, c'était quand même un accélérateur. Voilà. Et mm. donc je te parle de 99 là, donc on n'avait pas les visios et tout ça, mais on avait tu sais, les téléphones à haut-parleurs que tu mettais au Oui. centre de la table et tout le monde parlait autour. Bref, on a fait avec les technos qu'on avait. Euh, mais voilà, on peut avoir tendance sur des projets un peu à enjeux un peu sensibles à mettre de côté l'humain parce qu'on pense résultat, faut que j'arrive au résultat, performance, bababam. J'appelle ça parfois le biais de l'ingénieur. Euh, essayons de l'éviter. Essayons de l'éviter. Mm. Exactement. Et puis, eh ben, des problèmes que nous, on pourrait résoudre en plusieurs jours. Moi, une personne a la solution instantanément. Donc, c'est aussi part du métier de chef de projet, de manager, de pouvoir optimiser son temps, quoi. Exactement. Et puis des fois, celui qui a la réponse là, qui peut te donner te débloquer un truc en 3 secondes et demie, néanmoins, il a un peu d'autres sujets sur sa table. Et là, bah là, faut être diplomate. C'est-à-dire que toi, tu as besoin que ce soit là maintenant. Lui, il aura peut-être besoin d'un coup de main dans un avenir proche, va savoir. Donc, ça, c'est aussi ce genre de Oui. négociation interne, hein. Échange de bonnes pratiques. Et Moi, puis, je t'aiderai. Sur quoi je peux t'aider? On s'occupe de mon truc maintenant. Pour toi, c'est peu. Pour moi, c'est beaucoup. Je te renvoie l'ascenseur. Dis-moi. mm, ouais, Voilà. bah, bon, toujours. Bah, j'ai vu des entreprises qui favorisaient ça et puis des gens qui disent, excuse-moi, j'ai pas le temps, il faut que tu ailles voir mon manager pour m'allouer une demi-journée quelque part. Et, ouais, et ces profils-là, tu te dis, waouh, waouh, ça va être compliqué. Après, Flexibilité. après, c'est peut-être avec le manager qu'il faut aller négocier une autre ressource. Ouais, bah oui, c'est le métier, c'est exactement ça. C'est bien lire son environnement, oui, bien lire. Et puis, si tu as besoin de la compétence, bah, aller faire négocier avec le manager, puisque la personne, elle sait que si elle tient pas ses objectifs de la journée ou de la semaine, c'est elle qui va se faire taper sur les doigts, donc elle veut pas t'aider. On utilise les Euh, leviers qu'on a. Mm. On arrive bientôt à la fin de notre interview, Marie-Claire. Pourrais-tu nous parler de tes prochains engagements, tes prochains projets? Je suis particulièrement curieuse de savoir ta participation aux rencontres du PMI 2024 avec le show Inspire Expire. Tu sais que j'ai organisé ces rencontres l'année dernière. Moi, j'étais responsable communication et ça m'a ouvert euh, pas mal de compétences en communication qui n'étaient pas du tout mon fort il y a plus d'un an. Et donc, bah, raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver dans les prochains mois. Alors, je donne mes conférences, enfin, je me produis en entreprise.
Donc là, c'est à part les salariés de l'entreprise, c'est un petit peu compliqué de se retrouver. Mais je fais aussi partie d'une troupe de conférenciers dans le cadre du show Inspire Expire. Et nous, nous produisons régulièrement en fonction des sujets d'intérêt de nos interlocuteurs. Donc, dans 15 jours, à Luxembourg, dans le cadre du trade show HR Lux, une journée de salon RH dont nous assurons la clôture. Donc, je me produis dans ce cadre-là. Le show Inspire Expire, c'est toujours plusieurs conférenciers sur des sujets différents, dans des formats courts, voire très courts. Le plus souvent, tiens-toi bien, le plus souvent en 7 minutes, comme Mhm. tu as vu à Paris en janvier, Mm. parfois en 20 minutes. Donc c'est un exercice très particulier, très exigeant. C'est pas un extrait, c'est pas une bande-annonce de conférence, c'est faire passer l'essence même de ton sujet de conférence dans un format très court comme ça. Donc Luxembourg, dans un salon RH le 14 mars, où nous faisons la clôture. Et pour l'événement PMI en juin, nous serons le keynote 4 Ah, donc au Quorum à Montpellier. Même concept, hein, le show Inspire Expire, c'est ça, des camarades conférenciers et moi-même sur nos sujets en format très très court. Donc, moi, j'ai tendance à dire, venez nombreux. Euh, je, je vous parlerai Apple un petit peu en format court et en espérant vous donner envie de creuser le sujet. bah, merci beaucoup, Marie-Claire. Le 14 mars, c'est après notre enregistrement, mais c'est avant la diffusion de l'épisode. Donc, on aura déjà quelques. On a- Tu seras déjà passé par Luxembourg à ce moment-là, en tout cas HR, donc toujours Human Resources. Et c'est les RH, mais c'est aussi bah, toutes les relations humaines au sein de l'entreprise. Moi, quand j'ai assisté, justement, bah, ça se voit que c'est pas des teasings, hein, vraiment l'essence de vos conférences et c'était vraiment intéressant pour moi. Et puis, bah, de vous écouter et puis de voir bah, ce que vous prônez, en fait. Je trouve que c'est assez aligné avec mes valeurs, les bonnes valeurs, et je pense qu'il faut répandre un peu plus tout ça. Comme dirait une de mes invitées, répandant l'amour. Hélène, qui était aussi conférencière à Inspire, Expire, Absolument. voilà, Elle, on peut. elle le dit très bien. Elle le dit très bien. Et vous l'abordiez tous les conférenciers de différentes manières, mais c'était vraiment ça, l'écoute active, inspirer, donner place à l'innovation. En fait, c'était vraiment très très intéressant comme Et show. on a un parti pris de conférences de motivation, d'inspiration. Il y a des conférenciers qui sont experts d'un certain sujet. Par exemple, en ce moment, tu as l'intelligence artificielle. Donc, tu as des gens qui sont experts de ça et qui te parlent de leur expertise en détail, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est motiver, inspirer et idéalement déclencher autant de déclics que possible parmi les membres de notre audience. Voilà. Quand je suis en entreprise, on me dit souvent, OK, la conférence, très bien, super, on voit bien, ça va énergiser, mais nous, ce qu'on veut, c'est un retour sur investissement. Et je comprends très bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ait envie de retour sur investissement et pas seulement d'une conférence. C'est la raison pour laquelle je propose des ateliers de facilitation. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipe est bien mise en énergie, on part en atelier sur la base d'une problématique clairement identifiée en amont avec le donneur d'ordre. Et là, ensemble, en équipe pluridisciplinaire, on se met en action pour trouver un plan d'action en réponse à la problématique identifiée. Et quelque chose de très directement opérationnel et actionnable sort de ce type d'atelier. Tu vois, donc ça, c'est le complément de la conférence
euh, qui peut être un format court, 20 minutes, 30 minutes, tu vois, Mm. pour rentrer dans le concret, dans l'opérationnel. C'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent vraiment le ROI, le retour sur... Même si moi, je suis convaincue à la base qu'il y a un retour sur investissement et ça peut se faire dans les 6 mois ou dans l'année, mais tu verras du changement dans les équipes quand tu le mets en place. Oui, oui, je suis complètement d'accord. On dit que une équipe bien motivée, bien à bloc, délivre 30% de résultats supplémentaires dans les semaines qui suivent ce moment d'inspiration et de motivation. Donc, du ROI, il peut y en avoir tout de suite. Certains veulent aller plus loin et ça se comprend aussi. Donc, je vous encourage, vous auditeurs, à solliciter Marie-Claire dans vos entreprises pour pouvoir faire shifter votre équipe et faire opérer le déclic pour avoir de meilleures performances rapidement. Marie-Claire, nous arrivons à la fin de l'épisode. Aurais-tu quelques mots de fin pour nos auditeurs pour conclure? Oh ben, c'est simple, hein. Oser sortir du cadre. Très bien, très facile. Ben, Et en trouver. je mettrai en tout cas tous les endroits où on peut te trouver. Ton parcours et tes insights sont incroyablement inspirants. Nous avons appris beaucoup de choses sur le rôle de chef de projet motivant et inspirant et son côté leadership et comment innover en entreprise et avoir des résultats plus forts que ceux escomptés. Merci beaucoup, Marie-Claire, d'avoir participé à cette interview. Merci à toi, Mirvette, pour ton invitation. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous a inspiré et vous a donné des déclics. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvette_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.